Illusion perdue de Honoré de Balzac. Je vous le raconte en un petit peu plus court. Partie 1. Écoutez bien cette histoire qui sont à la fois l'encre noire, le vieux bois des presses et les calculs froids des hommes. Nous sommes à Angoulême, en un temps où l'imprimerie n'a pas encore connu les perfectionnements modernes. Les presses sont en bois, elles grincent sous l'effort. D'où cette belle expression, faire gémir la presse. L'encre s'applique à la main, le marbre sur lequel on pose les caractères est réellement une pierre. Un homme nommé Jérôme Nicolas Séchard tient profondément à ces outils. Ils seront les acteurs silencieux de l'histoire. Ce Séchard, ancien ouvrier pressier qu'on appelle un ours dans l'argot typographique, doit ce surnom au mouvement répétitif de son travail. En face de lui, les compositeurs sont appelés des singes à cause de leur agilité à saisir les lettres. Le maître de l'imprimerie meurt. Séchard ne sait ni lire ni écrire. Il se retrouve pourtant nommé maître imprimeur et l'atelier est réquisitionné pour publier les décrets. Séchard rachète alors l'imprimerie à bas prix. Le comte de Maucombe, un noble contraint de se cacher, devient prote, c'est-à-dire chef d'atelier. Il compose, corrige et prépare les textes, tandis que Séchard les imprime. Grâce à cette alliance, tous deux traversent la terreur sans périr. Plus tard, un abbé, futur évêque sous la Restauration, remplace le comte dans ce rôle essentiel. Pendant ce temps, Séchard, ignorant mais rusé, s'enrichit. Si la science lui manque, l'intérêt lui donne une intelligence redoutable. Il calcule tout, soupçonne, exploite. Il achète le papier à vil prix, surveille ses ouvriers, impose des conditions désavantageuses. L'avarice le caractérise. Il a un fils, David. Il en fait son héritier. Mais à sa manière. David est envoyé au lycée pour en faire un futur successeur. Il est traité durement par son père, doit apprendre à gagner sa vie et à récompenser son pauvre père. Il va à Paris chez les célèbres Didot afin d'apprendre la haute typographie. David devient savant et revient en 1819 sans avoir dépensé un sou paternel. À ce moment-là, l'imprimerie familiale possède le monopole des annonces judiciaires du département, ainsi que les travaux de la préfecture et de l'évêché. Mais les frères Cointet, fabricants de papier, achètent un second brevet d'imprimeur à Angoulême. Jusqu'alors, Séchard avait empêché toute concurrence. Cette fois, la lutte devient inévitable. Le vieil homme, trop vieux pour combattre, compte sur son fils. Séchard ne rêve plus que d'une chose, jouir de sa vie, et cette vie, il la consacre largement à boire. Avec l'âge, son penchant s'aggrave. Son visage en porte les marques. Balzac décrit un nez énorme, des joues veinées comme des feuilles de vigne, un regard rusé sous des sourcils touffus, tout en lui respire l'avidité et l'ivrognerie. Lorsqu'il envisage de céder son imprimerie, il ne voit plus en David son fils, mais un acheteur. Visualisez le théâtre de cette lutte, l'imprimerie des Séchards à l'angle de la rue de Beaulieu et de la place du Mûrier, installée là depuis la fin du règne de Louis XIV. L'atelier, vaste et sombre, reçoit la lumière par un vitrage usé sur la rue et par un châssis donnant sur une cour intérieure. Les curieux viennent observer, fascinés, ce monde de lettres et de gestes. Mais leur admiration se paye. Ils trébuchent, se cognent, s'emmêlent dans les cordes ou sèchent les feuilles. Au fond de la cour, un appentis en ruine sert à tremper et préparer le papier. L'eau noire qui s'en échappe, mêlée aux eaux domestiques, donne aux paysans l'illusion que le diable lui-même vient s'y laver. Au-dessus, la maison est triste et vide. C'est dans ce décor que le vieux Séchard, titubant d'ivresse, introduit son fils David pour lui présenter l'inventaire de l'imprimerie. Il le lui tente avec orgueil, selon lui, c'est un trésor. Mais à peine David lit-il que le conflit éclate. Les presses en bois lui paraissent juste bonnes à brûler. Le père s'insurge, il en est fier. Tout, jusqu'aux moindres objets, cordes, planches, ustensiles, est compté avec une minutie d'avare.
Un contrat accompagne l'inventaire, le père loue sa maison à la société et impose que les bénéfices soient partagés jusqu'au remboursement des 30 000 francs. Le piège se referme, David se retrouve sans un sou pour faire fonctionner la presse. Puis le vieux Séchard s'en va à pied vers son domaine de Marsac, son vignoble. L'avarice le ronge et l'attire sans cesse à Angoulême. Les frères Cointet, les rivaux, fréquentent l'église, soutiennent les idées monarchiques, impriment les livres religieux. Ainsi, ils gagnent la faveur des autorités. Et pour achever leur œuvre, ils calomnient David. On le dit libéral, athée, fils d'un bonapartiste ivrogne. Peu à peu, c'est à eux que la préfecture et l'évêché confient leurs travaux. Ainsi commence la chute de la maison Séchard. L'histoire, déjà sombre, se resserre comme un nœud autour du pauvre David. Les frères Cointet, enhardis par la négligence de leur rival, ne s'arrêtent pas là. Ils fondent un second journal d'annonces. Dès lors, l'imprimerie Séchard décline. Les Cointet, enrichis par l'impression de livres religieux, proposent de racheter le journal. À cette nouvelle, le vieux Séchard accourt, tel un rapace. Il écarte son fils et prend l'affaire en main. D'un instinct rusé, il comprend les intentions des Cointet et joue habilement. Après de dures négociations, il obtient 22 000 francs pour le journal de la Charente, mais au prix d'une clause terrible. En effet, David s'engage à ne jamais créer de journal sous peine de 30 000 francs de dommages et intérêts. Cette vente condamne l'imprimerie. Sans scrupule, le père a sacrifié l'avenir de David. Dès lors, le vieux Séchard ne revient en ville que pour réclamer ses loyers ou contempler ses anciennes presses auxquelles il reste attaché. David retrouve un ancien camarade de collège, Lucien Chardon, plongé dans la misère. Ce jeune homme est le fils d'un ancien chirurgien devenu pharmacien, mort en poursuivant une découverte destinée à guérir la goutte. Ambitieux et passionné, le père avait sacrifié sa fortune à ses recherches et à l'éducation de ses enfants, laissant à sa mort sa famille dans le dénuement. Sa veuve, issue de la noble famille de Rubempré, vit désormais sous le nom de Madame Charlotte. Elle travaille comme garde-malade, tandis que sa fille Ève est blanchisseuse. Tous trois vivent avec une extrême économie, consacrant presque tout à Lucien, en qui ils placent leurs espérances. Lucien est beau et brillant d'esprit. Accablé par la pauvreté, il est au bord du désespoir au moment où David le retrouve. Par générosité, David lui offre une place de prote, c'est-à-dire chef d'atelier, bien qu'il n'en ait nul besoin. Ce geste sauve Lucien. Tous deux se sentent injustement relégués au bas de la société. Leurs caractères différents se complètent. Lucien aspire à la gloire littéraire, David aux découvertes scientifiques. Ils échangent leurs idées, s'enrichissent mutuellement, rêvent ensemble de fortune. David est amoureux d'Ève, la sœur de Lucien. Il adopte la famille tout entière, partage leurs espoirs, leurs sacrifices. Il croit au génie de Lucien. Un jour, Lucien mentionne la possibilité de fabriquer du papier à moindre coût grâce à certaines matières végétales. Mais l'imprimerie rapporte à peine 300 francs par mois. David vit chichement, loin des profits que réalisent les Cointet. Autour de lui, tout reflète la décadence. La maison tombe en ruine, les presses vieillissent. Un jour de mai 1821, David et Lucien se retrouvent seuls dans la cour, sous la treille, après le départ des ouvriers. Là, baignés de soleil, ils apparaissent comme deux figures opposées. Entre ces deux amis se prépare silencieusement le drame à venir. Ils jugent la société avec une grande lucidité, justement parce qu'ils en sont exclus. David est réfléchi, mélancolique et doute de lui. Il incarne la constance morale. Lucien est charmeur et audacieux. Il incarne l'énergie. Leur relation est déséquilibrée. Elle annonce déjà un sacrifice futur de David au profit de Lucien. Leur vie intellectuelle est un refuge contre la misère. Ils lisent les grands auteurs européens. La découverte du poète André de Chénier provoque chez eux une émotion extrême. La poésie devient une échappatoire, mais aussi une illusion dangereuse. Pourtant, une opportunité sociale va se présenter.
Un jour, un inconnu apporte un manuscrit à imprimer. David refuse, pragmatique. Lucien accepte, attiré par l'opportunité. Quand l'homme mentionne Madame de Bargeton, Lucien est troublé, car il est amoureux. On comprend qu'il cherche à entrer dans la haute société grâce à elle. À cette époque, la société d'Angoulême est divisée. Dans la ville haute, noblesse, pouvoir, tradition. Dans la ville basse, l'houmeau, c'est le commerce, les travailleurs méprisés. Pour Lucien, entrer chez Madame de Bargeton est une petite révolution sociale. Cette aristocrate est passionnée de littérature. Elle va jouer un rôle décisif dans la vie de Lucien. Le passé de Madame de Bargeton explique son caractère. Elle est issue d'une noblesse appauvrie, éduquée par un abbé cultivé, avec une formation intellectuelle, mais elle manque de codes sociaux raffinés. Cette femme brillante est isolée, orgueilleuse et mal comprise. Balzac montre ici une société bloquée, dominée par les castes. Voici l'histoire de Madame Louise de Bargeton. L'abbé qui l'avait élevée mourut en 1802. Le vieux monsieur de Nègrepelisse se retrouva seul face à sa fille, une fille trop intelligente, trop libre, trop fière pour son époque. Celle que l'on surnomme Naïs ne voulait pas du mariage comme les autres femmes. Elle ne supportait pas l'idée d'obéir à des hommes qu'elle jugeait médiocres. Elle voulait commander. Son père, pour éviter le scandale, décida de la marier à un noble pour sauver l'honneur, mais un homme sans esprit pour ne pas contrarier sa fille. Il crut l'avoir trouvée en la personne de Monsieur de Bargeton. Monsieur de Bargeton, homme usé par la vie, pauvre d'esprit, mais encore assez habile pour tenir son rang, sert de nom, de façade, et Naïs, devenue Madame de Bargeton, vit comme elle l'entend. Ainsi se forme ce couple étrange. Ils s'installèrent à Angoulême avec une fortune modeste, et là commença le véritable drame. Car Angoulême n'est pas Paris, et une femme comme Madame de Bargeton, pleine d'esprit et de rêves, s'y ennuie. Elle essaye d'oublier un amour manqué. Car oui, elle avait aimé. Un jour, lors du passage des troupes de Napoléon, elle avait rencontré un jeune officier, le marquis de Cantecroix, mort car la guerre l'emporta à Wagram. Plus aucun homme autour d'elle ne pouvait l'émouvoir. Alors elle se réfugie dans la poésie, dans les livres, dans les rêves. Jusqu'à ce qu'un nouvel homme arrive à Angoulême, un certain monsieur Duchâtelet. Ah, celui-là, ce n'était pas ordinaire. C'était un homme du monde, danseur, flatteur, joueur. Il avait vécu à la cour impériale, voyagé, souffert, survécu, et il savait surtout comment plaire. Et il choisit sa cible, Madame de Bargeton. Dès lors, il s'installe dans sa vie, il la flatte, partage son enthousiasme, même sans les comprendre, mais derrière tout cela, il a des calculs, peut-être grâce à elle, retrouver une carrière à Paris. Un jour, il parle à Madame de Bargeton d'un prodige, jeune poète, génie caché, vivant dans le faubourg méprisé de l'houmeau. Il s'agit de Lucien. Un vrai poète, près d'elle? Elle désire le connaître. Et Lucien est introduit chez elle. Voilà comment les destins commencent à s'entrelacer. Lucien se retrouve donc invité chez Madame de Bargeton. C'est comme si un rêve impossible devient réalité. Il n'en parle qu'à sa sœur, Ève. Elle comprend tout de suite l'importance de ce moment. Alors, avec le peu d'argent qu'elle a, elle lui achète de beaux habits. Madame de Bargeton, pleine de vie, le regarde avec intérêt, ils discutent, et le temps passe comme un rêve. Mais quelqu'un dans l'ombre a observé. Monsieur du Châtelet. Pas dupe, il sent le danger. Et Lucien, il revient, encore et encore. Peu à peu, il trouve sa place. Les gens de cette société le considèrent avec politesse. Ce genre de politesse qui humilie plus qu'elle n'honore. Lucien finit par comprendre, et cela éveille en lui une certaine colère. Madame de Bargeton le flatte, le garde près d'elle. Elle en fait son lecteur, son élève. Elle lui apprend les langues, lui fait découvrir la musique, les arts. Elle vit à travers son émerveillement, et lui, naïf, s'enfonce dans cet amour. À Angoulême, l'hôtel de Madame de Bargeton passe pour un palais. Pour les habitants de l'houmeau, ce quartier plus modeste, l'éclat les aveugle.
Derrière cette apparence de grandeur, la société qui s'y réunit est médiocre, esprit étroit, conversation vide. Dans ce monde, Monsieur du Châtelet, homme ambitieux et calculateur, ne reste que pour conquérir Madame de Bargeton. Il flatte tout le monde, cultive le clergé, apporte des lectures nouvelles. Elle, avide de génie et rêvant de Paris, s'enthousiasme pour les grands écrivains comme Chateaubriand et Victor Hugo. Lucien, simple fils d'apothicaire, est entré dans ce sanctuaire aristocratique. Leur proximité éclate au grand jour, scandale dans toute la ville. La noblesse s'indigne en apprenant que Lucien est fils d'apothicaire. Pourtant, Madame de Bargeton tient tête, affirmant que les grands hommes peuvent venir de partout. Elle conseille à Lucien d'abandonner son nom, roturier, pour prendre celui de Rubempré, promettant de lui ouvrir les portes de la cour. Alors en lui tout se déchire. D'un côté sa famille, ses amis, ses origines modestes, de l'autre la gloire, l'aristocratie, Louise de Bargeton. Ainsi commence la chute lente d'un cœur partagé entre ce qu'il est et ce qu'il veut devenir. La sœur de Lucien s'appelle Ève, grande, brune. Sous sa fermeté il y a une douceur infinie. Elle accepte sans plainte une vie pauvre. Sa noblesse d'esprit émeut David Séchard. Lui aussi est un être singulier, travailleur, solitaire, un peu maladroit dans le monde, il vit davantage dans ses pensées. Dès leur première rencontre, il aime Ève. Un soir, Lucien rentre absorbé, tenant une lettre comme un trésor brûlant. C'est l'invitation à une soirée mondaine. Ève sourit d'abord, heureuse pour lui, mais elle comprend que quelque chose va se briser, car elle sent que son frère quitte déjà le monde de l'amour simple pour entrer dans celui plus dangereux de l'ambition et des séductions. Depuis toujours, Lucien est aimé, soutenu, admiré, par sa mère, par sa sœur, par David. Sans s'en rendre compte, il a pris l'habitude d'être le centre. Et cette habitude commence à devenir un défaut. Un jour, peut-être, elle deviendra un vice. Puis vient le moment de découvrir le grand monde. En une seule soirée, tout se dessine. D'un côté le monde pur, celui d'Ève et de David, fait d'amour sincère, de simplicité. De l'autre le monde brillant, fait de paraître, d'ambition et d'illusion. Les invités arrivent. L'évêque et son grand vicaire, deux figures intimidantes. Viennent ensuite Madame de Chandour et son mari, Stanislas, personnage caricatural. À 45 ans, il se mire sans cesse, vérifie ses vêtements, soigne ses poses. Ses propos grivois amusent encore certaines femmes, bien que la concurrence d'un autre fat, Monsieur du Châtelet, commence à lui faire de l'ombre. Sa femme, Amélie, petite bruyante, achève ses phrases dans des sifflements d'un asthme qu'elle cache. Et puis paraît Monsieur de Saintot, Astolphe, président de la Société d'agriculture, traîné par sa femme Lily, dévote. Astolphe passe pour un savant éminent. En réalité, depuis 12 ans, il feint de travailler à un grand traité sans en écrire la moindre page. Il entretient pourtant son prestige en citant Cicéron à propos de tout. Arrive ensuite Monsieur de Bartas, Adrien. Il ne vit que pour chanter. Souffre autant qu'on ne le sollicite pas. Puis, une fois sa performance achevée, parade et recueille les compliments avec une fausse modestie. Monsieur de Brébian, dessinateur envahissant, puis Lolotte et Fifine, rêvant d'élégance parisienne. Parmi les figures les plus singulières se distingue le comte de Sénonches, Jacques, chasseur rude et jaloux, accompagné de sa belle femme Zéphirine. Mais le véritable mystère réside dans la présence constante de Francis du Hautoy, ami de la maison, ancien diplomate, qui vit près d'eux avec un dévouement total. Ils gèrent leur fortune, élèvent leurs enfants, partagent leur intimité. Toute la ville a longtemps glosé sur ce ménage à trois avant de finir par trouver la situation charmante. Arrivent ensuite les personnages plus distingués, le marquis de Pimentel, le baron de Rastignac et leur famille. Riches, nobles, leur entrée suscite un silence mêlé de jalousie, d'autant plus que Madame de Bargeton leur témoigne une attention particulière. Enfin le préfet et le général ferment la marche, accompagnés d'un gentilhomme campagnard, Monsieur de Séverac, maladroit et embarrassé.
Obsédé par son mémoire sur les vers à soie, il tente en vain d'en parler. Peu à peu, la salle se remplit encore de quelques habitués. Cette assemblée bigarrée impressionne Lucien, devenu le centre de tous les regards. Malgré les encouragements de madame de Bargeton, il se sent mal à l'aise, d'autant qu'on l'appelle tantôt monsieur de Rubempré, tantôt monsieur Chardon, soulignant cruellement l'ambiguïté de son origine. Enfin, vient le moment de la lecture. Lucien annonce qu'il va lire des poésies d'un grand auteur inconnu. Il s'agit en réalité d'André de Chénier, dont personne ici n'a entendu parler. L'assemblée n'écoute pas. Certains murmurent, d'autres bâillent. Beaucoup pensent à leurs affaires. Pour un poète, cette indifférence est un supplice. Soutenu par un regard ardent de madame de Bargeton, il poursuit. Autour de lui, les commentaires futiles se multiplient. On s'ennuie, on préfère jouer aux cartes. Une rumeur circule. Les poèmes seraient imprimés et Lucien, travaillant chez un imprimeur, en serait l'auteur. Ainsi se clôt cette scène. D'un côté, un poète vibrant, habité par la beauté. De l'autre, une société incapable de la comprendre, prisonnière de ses vanités. Une tragédie silencieuse où le ridicule des uns fait écho à la souffrance de l'autre. Restée seule après la lecture, madame de Bargeton s'abandonne à une rêverie exaltée. Par une manœuvre habile, monsieur du Châtelet obtient, par l'intermédiaire de l'évêque, que Lucien récite un poème de lui-même. Le jeune homme choisit une ode dédiée à madame de Bargeton, qu'il intitule fièrement à elle, mais elle trahit ses sentiments. Une conspiration se forme alors pour humilier le poète. Les rires éclatent et Lucien, déjà mal à l'aise, se trouve accablé. Madame de Bargeton console le poète, évoquant même l'idée d'un poème sublime. Lucien, flatté, retrouve un instant courage et espoir. En quittant la maison, Lucien médite avec amertume. Loin d'être découragé, il sent naître en lui une ambition plus farouche. Il veut conquérir ce monde qui l'a humilié. Sur le chemin, il refait la scène, trouve trop tard les réponses qu'il n'a pas su donner, et, arrivé près de la Charente, il aperçoit sa sœur Ève avec David, vers lesquels il descend. Ainsi se termine cette épreuve, où l'orgueil blessé nourrit déjà le désir d'élévation. Écoutons maintenant cette scène plus intime, où loin du tumulte des salons se nouent les destins. David et Ève ont marché jusqu'à la Charente. La conversation s'engage doucement. David souhaite aider son ami Lucien, qui aime le luxe et fuit l'effort. Il craint surtout l'influence de madame de Bargeton, qui pourrait éveiller chez Lucien des goûts ruineux, puis de l'abandonner. Ève répond avec courage. Elle et sa mère travailleront pour soutenir Lucien, convaincus de sa réussite future. Alors, dans un élan sincère, David demande à Ève de l'épouser. Par ce mariage, il deviendrait le frère de Lucien et pourrait l'aider sans l'humilier. Il expose un projet précis, réunir la famille, assurer à Lucien une vie stable et au besoin le soutenir plus tard à Paris. Ils se déclarent mutuellement leur amour avec simplicité. David révèle ensuite son secret. Il travaille à une invention industrielle qui pourrait les enrichir, bien qu'elle exige encore du temps et des sacrifices. Lorsque Lucien arrive vers eux, agité et blessé, il raconte ses humiliations. Ève et David l'écoutent avec compassion. David lui annonce alors son projet de mariage et de vie commune. Le lendemain, David va demander le consentement de son père à Marsac. Le vieux séchard, avare et rusé, refuse toute aide financière, critique ce mariage sans dot. Il n'accorde finalement qu'un consentement de principe, permettant à David de se marier et de construire à ses frais. David sait qu'il ne pourra compter que sur lui-même. Pendant ce temps, à Angoulême, la soirée chez madame de Bargeton alimente les conversations. Les faits sont déformés, amplifiés, et Lucien devient un personnage en vue. Flatté par les propos qu'il surprend, il retourne chez Louise de Bargeton, avide de réconfort. Celle-ci l'accueille, elle admire son talent et lui promet un avenir glorieux. Lucien, grisé par ses louanges, se sent porté par une illusion grandissante. Lorsqu'il lui annonce le mariage d'Ève avec David, elle n'y attache aucune importance.
Ainsi, pendant que s'édifie dans la simplicité le bonheur solide d'Ève et de David, Lucien s'enfonce dans le rêve ambitieux et dangereux que nourrit Madame de Bargeton. Ce soir-là, Lucien se croit arrivé au sommet du monde grâce à Madame de Bargeton, à Louise. Il a l'illusion qu'ils sont deux êtres supérieurs au-dessus de la société. L'entrée de M. de Bargeton le trouble un instant, mais il est vite rassuré. On le flatte, il dîne, lit André Chénier et s'installe dans ce luxe comme s'il lui appartenait. C'est un tournant. Il commence à se croire déjà grand et savoure le plaisir d'être admiré. Autour de lui, les regards changent. Certains le croient l'amant de Louise, d'autres murmurent par jalousie, et surtout, M. du Châtelet observe froidement. À Angoulême, tout devient preuve. Un regard suffit. Balzac montre alors que la société fabrique les scandales avant même qu'ils n'existent. Loin de ce tumulte, David Séchard et Ève Chardon construisent patiemment leur bonheur. Ils économisent, aménagent leur maison, sacrifient tout pour Lucien et vivent de plaisirs simples, faits de promenades et de repas modestes. Leur amour est solide et réel, tandis que Lucien, lui, change. Devenu monsieur de Rubempré, fréquentant les salons et l'évêché, il croit à sa future gloire grâce à ses œuvres L'Archer de Charles IX et les Marguerites. Il tombe dans une illusion dangereuse, persuadé que le talent suffit sans effort. Balzac avertit alors que les jeunes gens, séduisants comme Lucien, sont souvent perdus parce qu'on leur donne tout trop facilement. Dans l'ombre, Monsieur du Châtelet tisse un piège. Il espionne, propage des rumeurs, manipule les autres, notamment Monsieur de Chandour, afin de pousser les amants au scandale. En réalité, il ne se passe presque rien. Lucien et Louise s'aiment, mais tout les empêche d'agir. Les portes restent ouvertes, les domestiques circulent. Louise voit l'amour autrement que Lucien. Elle se rêve en Béatrix, en muse, et voit Lucien comme un chevalier qui mérite son amour. Ainsi, trois visions s'opposent. David et Ève vivent un amour réel et patient. Lucien poursuit une ambition pleine d'illusions, et Louise idéalise l'amour jusqu'à le rendre inaccessible. Dans ce passage qui va suivre, tout s'accélère, comme une braise qu'on attise jusqu'à l'incendie. Madame de Bargeton s'obstine à jouer les grandes dames idéales. Lucien entre en lutte, s'emporte, veut forcer le destin. Alors il se jette à ses pieds, réclame une preuve d'amour, et tout bascule. Stanislas surprend Lucien à genoux ou en train de pleurer, sur les genoux de Louise. Il repart aussitôt prévenir du Châtelet. Louise comprend que sa réputation est compromise. La rumeur dévore tout. En quelques heures, Angoulême s'enflamme, les récits s'exagèrent, les versions se multiplient. Du Châtelet feint de défendre Louise, mais attise la curiosité et le soupçon. La rumeur ne cherche pas la vérité, mais le plaisir de juger. Face au danger, Louise agit avec sang-froid. Elle explique à son mari que Stanislas a mal interprété. Pourtant, l'honneur est en jeu. Alors elle orchestre tout. Elle pousse M. de Bargeton à provoquer Stanislas en duel. Ainsi, elle transforme un scandale en affaire d'honneur. M. de Bargeton, d'ordinaire effacé, se révèle. Il va chez Stanislas. Calme, Stanislas pris entre honte et peur accepte le duel au pistolet. Le mari, ridicule, devient soudain un véritable gentilhomme. À l'aube, les adversaires sont placés à distance. M. de Bargeton tire le premier. Il blesse grièvement Stanislas au cou. Victoire nette. La ville change aussitôt d'avis. Certains admirent le courage du mari. Encore une fois, l'apparence l'emporte sur la vérité. Louise, intelligente et calculatrice, décide de partir. Son plan, quitter Angoulême pour calmer les haines et surtout lancer Lucien. Elle lui explique que Paris est le centre du génie et du pouvoir. La province étouffe les talents. Il doit viser la cour, les salons. C'est un piège doré, une illusion dangereuse. Louise pousse Lucien vers la vanité sociale et donc la dépendance au regard des autres. Lucien s'apprête à quitter la réalité pour entrer dans un monde d'illusions encore plus redoutable. Paris sera l'Eldorado ouvert aux hommes de génie. Là-bas, pense-t-il, les écrivains sont admirés,
soutenu. Il rêve déjà que les libraires, après avoir lu les premières pages de son œuvre L'Archer de Charles IX, lui demanderont combien il en veut pour son œuvre. Mais soudain, un souvenir le frappe. Sa sœur Ève se marie après-demain. Ce cri marque symboliquement la fin de son innocence et de son attachement simple à sa famille. Madame de Bargeton, piquée dans son orgueil, réagit durement, lui reproche d'hésiter. Désespéré, Lucien va jusqu'à maudire sa famille, David et sa sœur. Louise lui ordonne alors d'être discret et de la rejoindre le lendemain. Lucien court à L'Houmeau annoncer la nouvelle à sa sœur et à sa mère. Devant la boutique de Postel, le successeur de son père, il imagine déjà lui emprunter la somme nécessaire pour vivre 1 an à Paris. Ève souffre à l'idée que son frère n'assistera pas à son mariage. David prête de l'argent à Lucien. La famille Chardon comprend qu'elle a déjà beaucoup profité de la générosité de David. Lucien affirme que ses œuvres ne pourront être reconnues qu'à Paris, surtout avec l'appui du salon de la marquise d'Espard. David, lucide, craint pour Lucien à la fois l'influence de madame de Bargeton et l'instabilité du caractère de Lucien, capable du meilleur comme du pire. Et voici la fin de la partie 1. Partie 2. Le voyage à Paris s'effectue en présence continuelle des domestiques, empêchant toute intimité. Lucien ignore encore que l'amour de madame de Bargeton est lié à son orgueil. L'hôtel du Gaillard-Bois est triste et misérable, loin du décor raffiné d'Angoulême. Louise paraît plus froide et plus préoccupée. Sixte du Châtelet propose à madame de Bargeton de loger loin de Lucien, pour préserver sa réputation auprès des grands salons parisiens. Il lui parle de la marquise d'Espard et des règles sévères de ce grand monde parisien. Lucien apparaît maladroitement habillé dans son vieux pantalon de nankin et sa pauvre redingote. Le contraste la choque. Lucien reste beau, mais il paraît provincial et ridicule à côté du dandy parisien. Lucien comprend douloureusement qu'elle n'est déjà plus la même Louise passionnée d'Angoulême, mais redevenue madame de Bargeton soucieuse des convenances. Déjà se manifeste la différence entre leurs deux situations. La marquise d'Espard est ravie de pouvoir protéger une femme de la famille de son mari. Comme le marquis d'Espard vit retiré du monde et néglige sa famille, elle veut au contraire afficher publiquement son rôle de protectrice. Lors de sa première promenade, Lucien est d'abord écrasé par Paris et les boutiques luxueuses. Lui qui comptait tant à Angoulême se sent soudain insignifiant. Madame de Bargeton, accompagnée du baron du Châtelet, l'emmène dîner au Rocher de Cancale, puis au Vaudeville. Pendant la soirée, Lucien souffre de la présence de ce rival élégant et parfaitement à l'aise dans le monde parisien. Il accumule les maladresses de provincial. En voyant les Parisiennes élégantes, Lucien trouve soudain la toilette de madame de Bargeton vieillotte et démodée. Peu à peu, Paris détruit leurs illusions mutuelles. Le lendemain, madame de Bargeton passera la soirée à l'opéra chez sa cousine, la marquise d'Espard, et Lucien est invité à les rejoindre dans leur loge. Il découvre le coût effrayant de la vie parisienne. Une idée s'impose alors à lui. À Paris, le talent seul ne suffit pas, il faut aussi de l'argent. Madame d'Espard perçoit les défauts de sa cousine, mais pense pouvoir la transformer grâce à quelques leçons d'élégance. Entre les deux femmes naît une alliance. La marquise présente plusieurs grandes figures parisiennes. Monsieur de Marsay, célèbre séducteur, Vandenesse, doux et spirituel, le général Montriveau, le poète Canalis, jeune écrivain déjà célèbre. Face à ces hommes parfaitement intégrés au grand monde, Lucien paraît encore plus maladroit et provincial. À l'opéra, il comprend brutalement qu'il n'est rien dans le grand monde parisien. Face à des hommes brillants, son talent et sa beauté ne suffisent plus. Madame de Bargeton, elle-même, commence à le trouver insignifiant. La marquise d'Espard accepte pourtant de le présenter aux écrivains célèbres, mais les moqueries fusent. On découvre que Lucien n'est pas un véritable de Rubempré, mais le fils d'un apothicaire nommé Chardon. À Paris, cette origine sociale le condamne aux yeux de l'aristocratie. Pendant ce temps, Lucien tombe sous le charme de la marquise d'Espard, fasciné par son élégance et son pouvoir.
Madame de Bargeton, jalouse, puis honteuse de son ancien amant, cherche à s'éloigner de lui. Elle adopte les manières raffinées du monde parisien et renie son passé provincial. Humilié, Lucien comprend que Paris juge tout. La naissance, la fortune, les vêtements, les gestes. Obsédé par l'idée de réussir, il dépense presque tout son argent chez les meilleurs tailleurs pour devenir un dandy. Mais malgré cette transformation, Madame d'Espard annule son invitation et refuse de le recevoir. La rupture devient définitive lorsque Lucien voit Madame de Bargeton et la marquise se promener triomphalement dans Paris sans lui adresser un regard. Blessé dans son orgueil, il passe de l'amour à la haine. Il rêve de conquérir Paris afin de se venger de ceux qui l'ont méprisé. Finalement, le baron du Châtelet lui explique froidement la vérité. Paris l'a rejeté à cause de ses origines modestes. Il lui conseille d'abandonner les salons, de travailler dans l'ombre et de gagner du pouvoir par son génie. Voici une des premières grandes désillusions de Lucien de Rubempré à Paris. Humilié par l'attitude froide de Madame de Bargeton et abandonné dans une ville qu'il ne connaît pas, Lucien erre dans un profond découragement. Ses dépenses engloutissent presque les 2000 francs que son ami David lui a offerts d'Angoulême. Il se réfugie dans une pauvre chambre de la rue de Cluny, au cœur du quartier latin. Il écrit une longue lettre de plainte à Madame de Bargeton, lui reprochant de l'avoir arraché à sa famille pour la misère parisienne. La nostalgie le saisit. Il pense à sa mère, à sa sœur Ève et à David Séchard qui avait tant sacrifié pour lui. Alors il écrit à Ève. Il cite Plaute, Machiavel et Cervantes comme exemples de génie passés par la misère avant d'atteindre la gloire. Balzac décrit ensuite le célèbre restaurant de Flicoteaux, refuge des étudiants pauvres du quartier latin. Pour quelques sous, on y mange suffisamment. L'endroit toujours animé, rempli de jeunes, rêveurs ou désabusés. Beaucoup de futurs écrivains et hommes célèbres y passent. Balzac peint avec ironie les longues tables, les plats monotones dominés par les pommes de terre, le pain à discrétion, la rapidité des repas et cette étrange fraternité silencieuse des étudiants affamés. Il travaille à la bibliothèque Sainte-Geneviève, corrige son roman L'Archer de Charles IX, retravaille ses sonnets des Marguerites. Chez Flicoteaux, il remarque un jeune homme nommé Étienne Lousteau, ancien provincial lui aussi. Lousteau est devenu journaliste et semble déjà usé par la vie littéraire parisienne. Lucien admire ce garçon qui fréquente les théâtres et les journaux. Enfin, il décide à affronter les libraires parisiens et tenter de vendre ses œuvres pour survivre. Par une froide matinée de septembre, ses 2 manuscrits sous le bras, il descend vers les quais de Paris pour chercher un éditeur. Il comprend que les livres sont traités comme de simples marchandises. On parle de remises, de profits, de romans qui deviennent des rossignols, c'est-à-dire des invendus dormant dans les entrepôts. Les libraires calculent froidement leurs bénéfices, tandis que les auteurs peinent et s'endettent. Quand Lucien propose timidement son roman historique inspiré de Walter Scott, Vidal et Porchon le repoussent avec mépris. On lui conseille d'aller voir le vieux libraire Doguereau, spécialiste des romans populaires. Chez Doguereau, l'accueil paraît plus chaleureux. Le vieux libraire s'intéresse à son sujet historique sur les catholiques et les protestants. Mais il exploite ce jeune auteur sans défense, en lui proposant peu pour son roman, avec obligation d'écrire 2 romans par an pendant 6 ans. Lucien, horrifié, refuse. Doguereau lui explique alors brutalement la réalité de l'édition. Imprimer un livre coûte cher, les éditeurs prennent tous les risques financiers, et les jeunes auteurs inconnus n'ont aucun pouvoir. Lucien quitte le vieillard désespéré. Pourtant, ce moment de crise lui fait comprendre que les centaines de jeunes provinciaux montés à Paris vivent la même chose. En se promenant dans le jardin du Luxembourg, un jeune homme nommé Daniel d'Arthez console Lucien après ses humiliations chez les libraires. Il lui explique que les grands écrivains doivent supporter la pauvreté, les injustices, les échecs et les trahisons. Daniel révèle sa propre ambition. Avant d'écrire de grandes œuvres, il veut acquérir une immense culture philosophique et scientifique.
Il vit pauvrement grâce à de petits travaux alimentaires, mais consacre toute son énergie à l'étude. Daniel d'Arthez finit par l'introduire dans son groupe d'amis qu'il appelle le Cénacle. Balzac présente alors cette société de jeunes génies avec admiration. On y trouve Horace Bianchon, futur grand médecin, Léon Giraud, philosophe passionné, Joseph Bridau, peintre de génie tourmenté par ses passions, Fulgence Ridal, auteur comique brillant et moqueur, et surtout Michel Chrestien, républicain idéaliste, rêvant d'une Europe unie et fraternelle. Tous vivent dans la misère, discutent de politique, d'art, de philosophie, sans haine ni jalousie. Balzac oppose ainsi ce cénacle pur, studieux et généreux au monde brutal, intéressé et corrompu de la littérature commerciale parisienne. Ses amis réunissent 200 francs pour le sauver. Peu après, arrivent aussi les lettres d'Angoulême. David Séchard lui envoie 200 francs malgré sa propre pauvreté, et Ève lui écrit une lettre tendre où elle raconte leurs privations, leurs efforts de David pour inventer un nouveau procédé de fabrication du papier. Ses amis discernent chez Lucien une faiblesse dangereuse, une immense vanité mêlée d'égoïsme. Lucien rêve d'argent, de succès rapide. L'idée du journalisme l'attire. Tous ses amis l'en détournent avec gravité. Pour eux, la presse est un monde de mensonges, de compromissions et de trahisons morales. Lucien croit qu'elle pourra traverser ce milieu sans se corrompre. Il se rend rue Saint-Fiacre, dans les bureaux d'un petit journal. Là travaille un invalide surnommé Coloquinte et un vieux militaire chargé des abonnements et des duels. Dans ces bureaux, Lucien découvre l'envers du monde de la presse. Sur les murs s'entassent caricatures politiques, portraits des chefs libéraux et plaisanteries féroces. La littérature devenue commerce. Il apprend que le journal se fait dans la rue, au hasard des cafés, et que les rédacteurs sont tantôt payés, tantôt bénévoles. Lucien cherche vainement à rencontrer Finot, personnage insaisissable. Peu à peu, il se détourne de ses amis pour suivre le journaliste Étienne Lousteau, espérant trouver auprès de lui un éditeur ou une place dans la presse. Le journaliste lui révèle la guerre qui déchire la littérature. Les royalistes sont romantiques, les libéraux classiques. Écoutez maintenant Balzac soulever le rideau du monde littéraire. Sous les arbres du Luxembourg, Lucien continue à lire à Étienne Lousteau les sonnets des Marguerites, notamment le camélia et la tulipe, espérant enfin entendre l'annonce de sa gloire. Lousteau reconnaît son talent, mais il lui révèle que, sans relations, sans journaux, sans protecteurs, les plus beaux livres meurent inconnus. Aussi lui conseille-t-il ironiquement de devenir commis, clerc ou soldat plutôt que poète affamé. Alors le journaliste dévoile l'envers du décor. Lui aussi est arrivé à Paris plein d'idéaux, croyait à la grandeur de l'art. Mais il n'a trouvé qu'un univers de rivalité, de mensonges et d'intérêts. Dans la presse, tout s'achète. Les libraires payent pour éviter les attaques, les actrices pour obtenir des éloges. Lousteau avoue avec honte qu'il détruit souvent de beaux livres simplement pour vivre. Le journalisme apparaît chez Balzac comme une industrie corruptrice où l'esprit devient marchandise. Le journaliste reconnaît en Lucien le jeune idéaliste qu'il fut autrefois. Il l'invite à rencontrer Doria, le libraire, fréquenter les journalistes, assister à une première théâtrale, souper chez l'actrice Florine et approcher Finot, directeur du journal. Ainsi commence véritablement l'initiation de Lucien au Paris littéraire. Balzac décrit la destruction progressive des idéaux et la corruption du succès littéraire. Lousteau dit à Lucien toute la vérité sur ce monde, mais le conduit malgré tout à y entrer. Lousteau, avec une ruse de journaliste, scelle discrètement le manuscrit des Marguerites d'un filet d'encre afin de savoir si Doria le lira réellement. Les deux amis gagnent alors les galeries de bois du Palais Royal, ce bazar légendaire où se mêlent librairie, politique, spéculation et prostitution. Balzac peint ce lieu comme une foire sordide et fascinante. Là se fabriquent les réputations littéraires comme les fortunes politiques. Tout Paris y circule, du banquier au journaliste, du poète au spéculateur. Au milieu de ce vacarme règne Doria, puissant libraire.
Dans la boutique de Doria se croisent alors Finot, Vernou, Blondet, Nathan et divers hommes politiques. Tous parlent d'articles achetés, de journaux, de placements, de succès fabriqués et d'intrigues littéraires. Lucien découvre avec stupeur qu'un article vaut parfois davantage qu'un livre entier. La gloire s'obtient à coups d'articles payés et de dîners fastueux. Dans cette boutique, l'argent apparaît comme le secret de toute puissance. Quand Lucien parle de son recueil, Doria l'écrase avec ironie. Le libraire affirme qu'il reçoit des centaines de manuscrits et qu'il ne publie pas les inconnus, cela coûte trop cher. Balzac montre la naissance du poison qui va dévorer son héros, l'ambition mêlée de ressentiment. Enfin, Doria affirme qu'il lira les Marguerites. Mais peut-on le croire? Finot entraîne Doria dans son cabinet pour conclure l'achat du journal hebdomadaire, tandis que Lucien, anxieux, demande quand il aura une réponse pour les Marguerites. En quittant les galeries de bois, Lucien a à peine le temps d'apercevoir Benjamin Constant, cet ancien compagnon de Madame de Staël, adversaire successif de Napoléon puis des Bourbons. Quand Lucien cite d'Arthez, son ami du Cénacle, Lousteau attaque aussitôt ses rêveurs. Il préfère l'action, la conquête immédiate. Arrivé au Panorama dramatique, petit théâtre du boulevard du Temple, Lucien découvre le pouvoir de la presse. Au seul nom de Lousteau, les portes s'ouvrent. Lousteau parle familièrement aux actrices, distribue conseils et critiques comme un véritable maître de cérémonie. Dans les coulisses, les journalistes plaisantent avec cynisme. Puis Lousteau mène Lucien dans la loge de Florine, la jeune actrice, laissant découvrir le mélange de luxe, de prostitution et de dépendance financière qui soutient le théâtre parisien. Ainsi, jusque dans le théâtre, Lucien retrouve la même loi qu'aux galeries de bois. Derrière l'art, partout règne l'argent, l'intrigue, les protections et la presse. Lucien repense avec nostalgie aux soirées simples et idéales passées chez David Séchard et celles dans le cénacle de d'Arthez. Mais Lousteau se moque de ces illusions. Il lui montre l'exemple de Finot, journaliste sans talent mais habile, qui construit sa fortune grâce aux journaux, aux manipulations politiques et aux spéculations. Finot vient justement de monter une affaire. Il achète une part d'un journal et cherche à faire investir le riche droguiste Matifat grâce à l'influence de Florine. Tout devient marchandise, les amitiés et même les passions. En échange de son talent et de son obéissance, Lucien pourrait gagner rapidement de l'argent, entrer dans les coulisses des théâtres, fréquenter les actrices et devenir un homme influent. Le jeune poète se laisse séduire par cette perspective. Lucien s'aperçoit que les actrices sont entretenues. Le riche Camusot, vieux marchand de soieries, est amoureux de Coralie. Cette jeune femme apparaît sensuelle aux yeux de Lucien. Elle le regarde avec passion, au point d'oublier son rôle. Lousteau lui révèle alors que Coralie est sincèrement éprise de lui, elle cherche un véritable amour. Lousteau profite de la situation, le journal manque d'articles pour le lendemain, alors il propose à Lucien d'écrire immédiatement une critique de la pièce. La pièce connaît finalement le succès grâce à Coralie, et sous les yeux jaloux de ses protecteurs bourgeois, elle offre symboliquement sa couronne à Lucien. Balzac montre aussi l'envers du décor. Une fois la représentation terminée, la magie disparaît, le théâtre devient sombre. Pourtant, cette corruption fascine Lucien. Pendant ce temps, les journalistes écrivent leurs articles dans l'urgence. Lucien rédige alors son premier article de théâtre. Au lieu d'analyser sérieusement la pièce, il écrit un texte ironique et plein d'esprit, célébrant surtout la beauté sensuelle des actrices. L'article fait sensation, on applaudit son talent, et Finot décide de l'intégrer au journal. Grisé par Paris, Lucien sent s'ouvrir devant lui deux mondes, celui de l'amour sensuel auprès de Coralie, et celui du journalisme dont il vient de conquérir les portes grâce à son article applaudi. Il croit trouver dans Lousteau un ami sincère, sans voir que les journalistes commencent déjà à le craindre comme un rival. Finot et Lousteau décident de l'exploiter, tout en le maintenant dans le besoin. Bérénice, la femme de chambre de Coralie, révèle à Lucien la profondeur de l'amour de l'actrice. Elle a connu la misère, les violences d'une mère qui l'a vendue à un homme riche, Camusot, et elle voit en Lucien une sorte d'apparition miraculeuse.
Camusot survient et aperçoit les bottes de Lucien près du feu. Jaloux et humilié, il comprend la vérité, sans oser l'avouer. Coralie invente un mensonge habile. Dans les allées du bois de Boulogne, Paris admire les deux jeunes amants se promenant en calèche, et lorsque Lucien croise Madame de Bargeton et Madame d'Espard, ces femmes qui l'avaient humilié, il leur jette un regard de mépris. Les séductions du journalisme, du luxe, des actrices et des plaisirs éloignent peu à peu Lucien du travail austère et des idéaux du cénacle. Il goûte à l'ivresse de la célébrité. Finot cherche aussitôt à l'enrôler parmi les journalistes, tandis que Coralie, qui l'aime sincèrement, tente de le mettre en garde contre ce monde d'exploitation et d'intrigue. Parmi ces hommes apparaît Hector Merlin, journaliste froid et jaloux, qui révèle brutalement à Lucien la loi cruelle de la presse. Pour réussir, il faut blesser, attaquer. Ces paroles pénètrent Lucien comme un poison. Après une nuit de jeu où il perd tout son argent, Coralie le sauve discrètement en remettant l'argent perdu dans sa bourse. De retour dans sa pauvre mansarde du quartier latin, Lucien découvre les corrections apportées à son roman par ses amis du cénacle. Ébloui, il comprend soudain l'étendue de leur génie et de leur dévouement. Bouleversé de gratitude, il court les remercier. Le cénacle accueille Lucien avec affection, mais aussi avec inquiétude. Lucien se sent partagé entre deux mondes, celui de l'honneur, de l'amitié et du travail, contre celui du succès facile, des plaisirs et de la presse. La tentation l'emporte. Lousteau lui présente Félicien Vernou, critique acerbe, et enfermé dans un mariage malheureux qui nourrit sa haine du monde. Lucien est poussé à accepter les règles du jeu, défendre les amis, attaquer leurs ennemis, écrire selon les intérêts. Coralie, passionnément amoureuse, lui ouvre un univers de confort, de voluptueux et de facilité dont il devient dépendant. L'actrice reçoit une magnifique nouvelle. Grâce à l'article de Lucien sur l'Alcade, le gymnase lui propose un engagement inespéré. Coralie éclate de joie et avoue ouvertement à Camusot qu'elle aime Lucien. Dans une scène violente et pathétique, elle révèle qu'elle le trompe et préfère la misère avec ce jeune poète plutôt que la richesse auprès du négociant. Camusot, accablé, accepte pourtant de rester leur protecteur et espère secrètement reprendre un jour sa place. Introduit rue Saint-Fiacre dans les bureaux du journal, Lucien est pris sous la protection de Finot. Celui-ci lui offre une place avantageuse, critique de théâtre, billets gratuits, revenus fixes et promesse de collaboration mieux payée. Finot flatte son talent tout en l'enchaînant habilement au journal. Auprès de ses collègues, Lucien découvre la véritable fabrique du journalisme. On attaque ses amis pour les servir, on invente des scandales, on distribue les théâtres et les réputations comme un empire à conquérir. Lousteau promet déjà d'imposer Lucien dans le monde des lettres. Ses marguerites serviront à combattre les poètes romantiques à la mode. Ses livres seront soutenus par des articles complaisants et Nathan, auteur reconnu, lui-même sera attaqué si cela devient utile. Depuis qu'elle ne dépend plus de lui, Coralie se montre plus douce que jamais envers Camusot, le pauvre marchand. Dans les galeries de bois, entouré de Blondet, Nathan, Finot et des hommes de lettres, Lucien goûte à l'ivresse de la célébrité. Mais derrière les sourires, il sent poindre la jalousie des journalistes. Doria reparle à Lucien de sa poésie Les Marguerites. Avec une habileté faussement bienveillante, il explique qu'il admire les sonnets mais refuse de les publier, car la poésie ne rapporte pas. Il prétend avoir lu le manuscrit avec attention. Pourtant, en sortant, Lucien remarque que la ficelle et les cachets n'ont même pas été défaits. Il comprend alors que le libraire lui a menti, sans même ouvrir son œuvre. Cette humiliation le remplit de rage. Étienne Lousteau profite de cette colère pour lui expliquer comment un critique peut détruire un livre, louer d'abord l'auteur pour paraître impartial, puis transformer ses qualités en défauts, opposer la littérature des idées du XVIIIe siècle à la nouvelle littérature romantique pleine d'images et de descriptions, flatter les opinions politiques des lecteurs et enfin présenter l'œuvre comme dangereuse pour le goût français.
Le livre de Nathan, pourtant admiré par Lucien, devait devenir sous sa plume le symbole d'une décadence littéraire. Lucien, fasciné, comprend les mécanismes cyniques du journalisme. La critique n'est pas toujours affaire de vérité. Il écrit un article d'une violence brillante contre Nathan. Ses camarades sont émerveillés. Le petit journal se lance dans une campagne féroce. On ridiculise Nathan, on attaque Doria, on tourne le baron Châtelet et madame de Bargeton en dérision sous des surnoms de Héron et de la Sèche. Lucien, d'abord choqué, finit par rire avec les autres. Le lendemain, Doria lui-même vient chez Coralie. L'éditeur, hier hautain, s'abaisse déjà devant la force des journaux. Balzac montre combien, sous la Restauration, la presse détient un pouvoir immense sur la librairie. Les journalistes règnent sur la gloire littéraire comme des arbitres, capables d'élever un homme ou de le ruiner en quelques lignes. Voilà comment Balzac montre le pouvoir immense de la presse et des critiques littéraires dans le Paris de la Restauration. Les libraires dépensent des trésors de flatteries, de cadeaux et d'intrigues pour obtenir des articles favorables, car quelques lignes dans un journal peuvent faire vendre ou ruiner un livre. Une anecdote raconte même qu'un libraire obtient un grand article grâce aux faveurs accordées à un journaliste par sa femme. Un autre exemple montre qu'un simple article des débats suffit à faire vendre en une semaine un ouvrage jusque-là invendu de François-René de Chateaubriand. Ainsi, le libraire Doria, effrayé par l'attaque de Lucien contre le livre de Nathan, vient aussitôt négocier avec lui. Il achète son recueil Les Marguerites pour 3000 francs et cherche à s'assurer sa bienveillance. Lucien envoie généreusement 500 francs à sa mère et à sa sœur Ève, restée à Angoulême. Coralie entraîne alors Lucien dans la vie brillante de Paris, nouveaux habits, promenades au bois de Boulogne, dîners mondains, opéra. Désormais admiré, il retrouve ceux qui l'avaient humilié autrefois et goûte une vengeance sociale, surtout envers madame de Bargeton et du Châtelet. Mais Balzac dévoile surtout le cynisme du journalisme littéraire. Un article n'a rien à voir avec la vérité. On peut attaquer un livre un jour, puis le louer le lendemain, selon les intérêts du moment. Blondet développe une théorie. Chaque idée possède deux faces, et un journaliste habile doit pouvoir soutenir le pour et le contre avec le même talent. Il persuade Lucien d'écrire un second article favorable à Nathan afin de créer une polémique qui fera vendre le livre. Nathan, insulté aujourd'hui, deviendra ainsi son ami demain. Mais Balzac dévoile aussi l'envers sordide du monde parisien. Les succès au théâtre se fabriquent artificiellement grâce aux claqueurs dirigés par Braulard, véritable marchand d'applaudissements. Le grand dîner donné par Lucien et Coralie symbolise leur ascension, entourés de journalistes, d'actrices, de libraires et d'écrivains célèbres. Cependant, les amis du Cénacle, comme Michel Chrestien ou Joseph Bridau, regardent cette évolution avec tristesse. La marquise d'Espard entreprend alors de séduire l'esprit de Lucien. Elle lui révèle que Louise de Bargeton l'aimait véritablement et rêvait de faire de lui un Rubempré, un homme introduit dans l'aristocratie. Lucien se laisse enivrer par cette idée. Quand il revoit Louise de Bargeton dans un salon aristocratique, il demeure partagé entre Coralie, tendre et sincère, et Louise, noble et ambitieuse. En parlant maladroitement de Coralie devant Louise, il blesse son orgueil et réveille en elle un profond désir de vengeance. Lucien entre alors dans le monde des viveurs, ces jeunes hommes brillants, riches ou ambitieux. La littérature cesse peu à peu d'être pour lui une vocation profonde. Autour de lui, certains faux amis encouragent volontairement sa dissipation. Châtelet et Rastignac préfèrent voir Lucien perdu dans les plaisirs plutôt que de devenir un véritable rival. Même Coralie, d'abord heureuse de partager cette existence brillante, commence à s'inquiéter. Elle tente parfois de lui rappeler ses devoirs et leurs difficultés financières. L'argent disparaît avec rapidité, en effet. Lucien gagne peu, mais dépense énormément. Balzac montre alors une faiblesse essentielle du personnage. Lucien vit dans l'illusion. Coralie et Lucien croulent sous les dettes. Les meubles sont saisis, les domestiques partent et le couple vit dans la misère cachée.
Pour se sauver, Lucien tente de vendre son roman L'Archer de Charles IX. Lousteau et d'autres journalistes organisent autour du livre une opération publicitaire pleine d'exagérations et de mensonges. Ils présentent Lucien comme un futur Walter Scott français afin de séduire les libraires. Tout en courtisant Madame de Bargeton et la haute société, Lucien perd peu à peu sa lucidité. Châtelet et Rastignac, jaloux de lui, entretiennent volontairement sa dissipation pour l'empêcher de s'élever. Et pendant ce temps, il s'apprête à abandonner les libéraux pour rejoindre les royalistes. On lui promet une place importante dans un nouveau journal ministériel, Le Réveil, ainsi que des protections politiques capables de lui ouvrir les portes de l'aristocratie et du nom de Rubempré. Malgré la signature d'un contrat prometteur pour l'Archer de Charles IX, personne ne veut avancer d'argent sur les billets des libraires. Lucien erre alors avec Lousteau chez des usuriers. Désespérés, les deux amis tentent leur chance au jeu. Balzac laisse déjà sentir que Lucien s'enfonce dans un engrenage dangereux. 3 anciens amis sincères, Daniel d'Arthez, Michel Chrestien et Léon Giraud, viennent le supplier de ne pas rejoindre la presse royaliste. Ils lui expliquent qu'en changeant brutalement de camp politique, il perdra son honneur. Mais il refuse de les écouter et rejoint alors le journal royaliste Le Réveil. Aussitôt, les journaux libéraux se retournent contre Lucien avec férocité. On se moque de ses sonnets, et un cruel poème satirique le compare à un vulgaire chardon. Lousteau devient son ennemi, Nathan le trahit, et tout Paris littéraire se ligue contre lui. Dans l'ombre, Finot et les Lupeaulx manipulent même sa carrière. Pendant que les salons aristocratiques feignent de protéger Lucien, ils complotent en réalité sa chute. Des Lupeaulx et Finot décident de l'utiliser puis de l'abandonner. Ils veulent lui couper tout revenu, ruiner Coralie au théâtre. Coralie aime Lucien avec une pureté bouleversante, mais elle est trop sensible. Au même moment, les royalistes obligent Lucien à détruire le livre de son ami d'Arthez. Déchiré entre sa conscience et son amour pour Coralie, il cède et écrit un article cruel. Mais rongé de honte, il court ensuite chez d'Arthez, qui lui pardonne avec une grandeur d'âme silencieuse. Malade et désespérée, Coralie voit son rôle donné à Florine, qui triomphe à sa place et devient célèbre. Aveuglé par l'ambition et l'amour, Lucien continue à croire qu'il pourra encore devenir le comte de Rubempré et sauver Coralie. Lors d'une brillante soirée parisienne, Madame de Bargeton et les grands seigneurs du parti royaliste le couvrent d'éloges. Lucien se croit enfin arrivé au sommet. Aveuglé par l'ambition et la vanité, il ne comprend pas qu'il est le jouet cruel d'une plaisanterie mondaine. Le lendemain, tout s'écroule. L'article satirique qu'il a écrit contre le garde des Sceaux provoque un scandale politique. Les ministres l'accusent. Le roi se fâche. Humilié, rejeté de tous les camps, vient l'affront suprême. Michel Chrestien lui crache au visage pour venger Daniel d'Arthez. Un duel est organisé. Lucien, las de vivre, affronte presque la mort avec indifférence et tombe, blessé, d'une balle dans la poitrine. Pendant sa longue convalescence, Coralie s'épuise au théâtre pour sauver leur misère. Son talent renaît, mais la pauvreté les écrase. Lucien, acculé, finit par commettre un faux en imitant la signature de David Séchard pour obtenir de l'argent. Désormais, il écrit la nuit auprès de Coralie, mourante, et la jeune actrice meurt. Lucien, fou de douleur et sans argent, doit écrire des chansons grivoises afin de payer son enterrement. Cette scène bouleverse Daniel d'Arthez, Bianchon et Camille Maupin, qui découvrent enfin la profondeur du malheur de Lucien. Il pense à quitter Paris et à retourner vers sa sœur, sa mère et David Séchard. Même pour partir, il n'a plus rien. C'est Bérénice, la femme de chambre de Coralie, qui, en se sacrifiant elle-même, lui donne l'argent nécessaire pour fuir cette vie parisienne qui l'a détruit. Ainsi s'achève la partie 2. Partie 3. Dans cette 3e partie d'Illusions perdues, Lucien, ruiné et brisé par ses échecs parisiens, rentre à pied vers Angoulême. Épuisé, il traverse la France en dormant dans des fermes ou en voyageant clandestinement.
Arrivé près de Mans, il croise par hasard madame de Bargeton, devenue la femme du comte Sixte du Châtelet, mais refuse leur aide avec fierté. Il trouve refuge chez un meunier et sa femme, les Courtois, qui l'accueillent avec bonté malgré leur pauvreté. En apprenant que son beau-frère David Séchard serait en prison à cause de dettes venues de Paris, Lucien comprend avec horreur qu'il est responsable du malheur de sa sœur Ève et de David. Pris de remords, il se confesse au curé et raconte toute sa chute. Le curé et le médecin de Marsac tentent de le rassurer et partent chercher des nouvelles à Angoulême. Chez le pharmacien, Postel, ancien rival de David, il constate que la famille Séchard vit dans la misère. Le récit se tourne alors vers David Séchard. On nous raconte que, après le départ de Lucien, David s'est entièrement consacré à une grande invention. Fabriquer du papier à bas prix à partir d'une autre matière que le chiffon, dont la rareté menace l'avenir de l'imprimerie. Visionnaire, il comprend avant les autres l'essor immense de la presse, des journaux et de l'édition. Mais David mène cette recherche dans le secret et dans la pauvreté. Endetté dès son mariage avec Ève, il laisse leur argent disparaître, tout en travaillant obsessionnellement à ses expériences typographiques. Il améliore certains procédés d'imprimerie, aussitôt copiés par les frères Cointet, mais cache à tous le véritable but de ses recherches. Finalement, il révèle à Ève que leur fortune future dépend de cette invention, pour laquelle ils devront encore souffrir quelque temps. Pendant que David poursuit ses recherches sur la fabrication du papier, Ève prend en main l'imprimerie ruinée des Séchards. Elle apprend le métier et tente de sauver leur maison. L'atelier est presque désert, vidé par la concurrence écrasante des frères Cointet. Il ne reste que 3 fidèles, Marion, servante dévouée, Kolb, l'ancien soldat alsacien d'une honnêteté exemplaire, et Cérizet, jeune compositeur intelligent, mais déjà corrompu par l'ambition et les mauvais penchants. Avec énergie, Ève remet de l'ordre dans les affaires et fait vivre l'imprimerie grâce à de modestes travaux populaires, images pieuses, édition de l'almanach des bergers. Aidée de Kolb et de Marion, elle dégage quelques bénéfices, tandis que David, émerveillé par son courage, lui apporte son aide technique. Mais ce fragile espoir est menacé. Les lettres de Lucien, qui réclame de l'argent depuis Paris, accablent davantage la famille. Dans le même temps, Cérizet, attiré par l'argent et flatté par les frères Cointet, devient leur espion. Jaloux du secret poursuivi par David et mécontent de sa condition, il ralentit volontairement le travail et renseigne les concurrents. Les Cointet, redoutables hommes d'affaires, décident d'étouffer toute tentative de relèvement des Séchards. Ils lancent un almanach concurrent à bas prix, puis cherchent à prendre le contrôle de l'imprimerie. Balzac oppose la générosité laborieuse de David et d'Ève à la froide habileté commerciale des Cointet, incarnation d'un monde où l'argent, la ruse et l'intérêt écrasent les êtres honnêtes et dévoués. Ève, lucide, comprend la dangerosité des frères Cointet, tandis que David révèle naïvement qu'il cherche à fabriquer du papier à moitié prix. Les 2 industriels devinent l'importance de son invention et décident de l'exploiter. Grâce à une habile négociation, Ève parvient toutefois à louer leur imprimerie à Cérizet pour 6 mois, obtenant ainsi un revenu qui assure momentanément la survie du ménage. Mais cette sécurité est trompeuse. Les Cointet savent déjà qu'ils tiennent les Séchards sous leur dépendance. Au même moment, Lucien envoie à David une lettre désespérée. Il a fait négocier 3 faux billets signés du nom de son beau-frère. David cache d'abord la vérité à Ève, mais celle-ci, inquiète des silences de son frère et des rumeurs venues de Paris, cherche des explications auprès d'Eugène de Rastignac puis de Daniel d'Arthez. Une longue lettre de d'Arthez dresse alors un portrait saisissant de Lucien, un être brillant mais vaniteux, incapable de résister aux séductions du luxe. Selon lui, Lucien n'est pas mauvais par nature, mais sans volonté. Il sacrifie ses amis à ses intérêts du moment et risque de sombrer toujours davantage. Pourtant, Daniel d'Arthez conseille à Ève de ne jamais lui fermer sa porte, car la famille reste le seul refuge possible pour une âme aussi fragile. Cette vérité la brise. Déçue dans l'idéal qu'elle s'était fait de son frère, elle en tombe malade, au point de ne plus pouvoir nourrir son enfant. David tente alors de la consoler avec une bonté admirable.
Il refuse de condamner Lucien et voit dans ses fautes moins de la perversité que de la faiblesse d'un poète. Au milieu de cette misère et de ses désillusions, David révèle à sa femme les premiers résultats de ses recherches. Il a réussi à fabriquer un papier d'une qualité remarquable pour un coût dérisoire. Preuve que sa découverte pourrait bientôt changer leur destin. À partir d'un simple mot, le grand raisin, un format de papier, Balzac remonte alors toute l'histoire de la papeterie, depuis la Chine ancienne jusqu'aux ateliers modernes. Le papier, d'abord fabriqué en Orient avec des fibres végétales ou du coton, a peu à peu remplacé le parchemin trop coûteux. Et puis, avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et ses contemporains, la fabrication du papier s'est perfectionnée lentement, siècle par siècle. David explique comment on fabrique le papier avec des chiffons broyés, réduits en pâte, puis étalés sur des formes métalliques. Mais il révèle surtout son projet. Remplacer les vieux tissus par des plantes communes et bon marché. Il a déjà réussi des essais avec des roseaux et veut maintenant utiliser des orties et des chardons. Son rêve est de créer un papier solide, léger et peu coûteux, semblable au papier chinois fait avec des fibres de bambou. Avec passion, David montre qu'un tel papier changerait le monde. Les livres deviendraient accessibles, légers. Il veut sauver la littérature. Ève oublie un instant le chagrin que lui cause Lucien. Elle admire la bonté et le génie discret de son mari, cet homme simple qui travaille dans l'ombre pour faire avancer l'humanité sans rechercher la gloire. Pendant ce temps, les ennemis de David se rapprochent. Chaque nuit, Cérizet espionne les expériences de son ancien patron pour le compte du grand Cointet. Celui-ci comprend l'imminence de l'invention capitale et décide de le piéger avant qu'il ne réussisse. Les frères Cointet découvrent aussi les faux billets signés par Lucien. Cette dette devient pour eux une arme redoutable contre David. Boniface Cointet prépare un plan méthodique pour ruiner l'inventeur et s'emparer de son secret. Pour cela, il recrute un jeune avoué ambitieux et amer, Pierre Petit-Claude, fils d'un tailleur, humilié toute sa vie, rongé par l'envie de réussir. Petit-Claude accepte sans hésiter. En échange, celui-ci promet un beau mariage avec Françoise de la Haye, jeune fille liée à l'aristocratie locale. Le marché est simple et cruel. Petit-Claude devra défendre David tout en l'enfonçant peu à peu dans des procès interminables et coûteux. Cointet veut maintenir l'inventeur sous pression, l'endetter, l'isoler, jusqu'au moment où il sera assez faible pour céder son invention. Tandis que David rêve encore de progrès et de découvertes, tout un réseau d'hommes d'affaires, d'espions et de juristes se referme lentement autour de lui. Le lendemain, les frères Cointet mettent en circulation le premier faux billet, signé par Lucien au nom de David. Quand Ève reconnaît l'imitation de la signature de son mari, elle comprend le danger. Bouleversée, Ève demande aux Cointet un délai, espérant encore leur indulgence. Mais les Cointet ont déjà préparé leur piège. Ils rendent le fait public afin que toute la ville apprenne leur défaut de paiement. Les commérages commencent. Balzac explique le fonctionnement cruel des comptes de retour de la banque. À partir d'un billet impayé, les banquiers ajoutent des frais, jusqu'à transformer une petite dette en somme écrasante. Cette mécanique est légale et enrichit les banques sur le malheur des débiteurs. David court demander conseil à Petit-Claude. L'avoué, déjà secrètement acheté par les Cointet, feint de vouloir l'aider. Il promet de gagner quelques mois grâce aux lenteurs de la justice. David, plein d'espoir, lui révèle son grand projet. Petit-Claude comprend que les Cointet cherchent surtout à s'emparer de cette invention. Malgré tout, David reste confiant. Il ne rêve pas de richesse pour lui-même. Il veut sauver Ève et Lucien. Petit-Claude, lui, voit déjà l'inventeur comme un homme encerclé par les prédateurs, prêt à lui voler son secret dès qu'ils le pourront. Il organise la défense de David avec une habileté rusée. Il lui fait signer des pouvoirs, lui conseille de se méfier de tout le monde et surtout de se consacrer uniquement à sa découverte. David compare sa situation à celle de Bernard Palissy, un inventeur incompris mais porté par sa passion. Ève tente de négocier avec Métivier, puis va supplier le vieux père Séchard à Marsac
Le vieil homme refuse de garantir les dettes de son fils. Il voit en David un rêveur incapable de gérer l'argent. Épuisée, elle souffre des commérages de la ville, mais au milieu de ce malheur surgit un moment bouleversant. Marion et Kolb, les fidèles serviteurs du foyer, offrent généreusement leurs économies au couple. Pendant ce temps, Petit Claude transforme la procédure en bataille judiciaire. Derrière ces combats d'avocats, Balzac montre une justice lente, compliquée et stratégique, où l'intelligence des hommes de loi peut aussi bien sauver que détruire. Le vieux père Séchard, inquiet pour ses loyers, se tourne vers l'avoué Petit Claude, sans savoir qu'il sert les intérêts des frères Cointet. Tandis que la justice s'acharne sur David, les procédures s'enchaînent, les frais grossissent et la dette dépasse la valeur de l'imprimerie. Balzac montre que la justice est une machine aveugle, où les avoués nourrissent le procès au lieu de le résoudre. Une lettre de Lucien arrive alors de Paris. Coralie est morte. Accablé, il avoue son désespoir et ses fautes. David et Ève oublient un instant leur propre souffrance devant ce malheur plus grand encore. Puis les huissiers viennent saisir l'imprimerie et la prison menace David. Petit Claude feint de le défendre, tout en poussant le père contre le fils. Le vieux Séchard, avare et méfiant, préfère sauver son argent plutôt que de secourir David. Au milieu de ce désastre, David reste pourtant habité par sa découverte. Son génie d'inventeur s'oppose tragiquement à la brutalité du monde des affaires et de la justice. L'étude de l'huissier Doublon, avec ses barreaux de fer et ses couloirs sombres, ressemble à une prison. Kolb, fidèle, s'y introduit en feignant de trahir son maître afin de surprendre les plans de leurs ennemis. Caché près du cabinet, il entend le gros Cointet s'ériser et Doublon organiser la capture de David comme celle d'un criminel. Des hommes seront postés dans toute la ville pour le suivre, découvrir sa cachette, puis l'arrêter au moment opportun. Révolté par cette meute lancée contre un brave homme, Kolb comprend que les Cointet veulent moins l'argent de David que le secret industriel de son invention. Avec intelligence, l'Alsacien improvise une fuite. Tandis que Ève prépare en secret une retraite chez son ami Basine Clerget, David et Kolb attirent volontairement les espions hors de la ville. Monté derrière Kolb sur un cheval lancé au galop, David disparaît dans la nuit, pendant que Ève organise dans une mansarde un refuge invisible où son mari pourra vivre caché et poursuivre ses expériences. David espère encore toucher le cœur de son père. À Marsac, dans la maison du vieux vigneron, se déroule une scène douloureuse où s'affrontent la générosité du fils et l'avarice du père. David propose de lui prouver son invention, fabriquer le papier magnifique avec des matières presque sans valeur. Enfermé toute une nuit dans le brûloir avec Kolb, il réussit, au prix d'un travail acharné, à produire des feuilles d'une qualité admirable. Le père Séchard, stupéfait, sent la fortune à portée de main. Mais sa cupidité étouffe son admiration. Il refuse encore d'aider son fils, soupçonne une tromperie et laisse David repartir sans secours. Cette rupture entre le père et le fils donne au passage une tristesse profonde. David, accablé mais toujours noble, excuse encore celui qui l'a ruiné. Le vieux Séchard, lui, préfère croire au calcul des Cointet plutôt qu'au génie de son propre enfant. Tandis que David se cache chez Basine pour sauver sa liberté et achever son invention, Ève s'épuise dans la misère, entourée du dévouement silencieux de Kolb et de Marion. Autour d'eux, Balzac montre un monde où la ruse, l'argent et les intérêts dévorent les liens du sang et les élans du cœur. Le père Séchard est surpris par Marion dans la tremperie où il rôde pour tenter de découvrir le secret de fabrication de son fils. Honteux, le vieillard lui donne 2 écus pour acheter son silence. Mais Marion remet aussitôt l'argent à Ève en lui expliquant la scène. Au même moment, Basine apporte secrètement à Ève une lettre de David. Il lui annonce avec enthousiasme qu'il a enfin réussi à fabriquer son papier révolutionnaire. Ève montre alors les échantillons au père Séchard et le supplie d'aider enfin son fils.
Le vieux Séchard court chez les frères Cointet, qui examinent les papiers avec avidité. Impressionné, il propose de payer les dettes de David à condition d'entrer dans l'affaire comme associé. Mais précisons qu'une invention coûte cher, brevets, voyages, essais industriels. Le père Séchard hésite. S'il libère son fils, celui-ci n'aura peut-être plus besoin de lui et ne lui pardonnera sans doute jamais les tromperies passées. Chacun calcule donc son intérêt et se méfie des autres. Ève refuse toujours de révéler où son mari se cache. De son côté, petit Claude réclame au Cointet la récompense promise pour ses services, le mariage avec mademoiselle de La Haye. Il menace même de s'associer lui-même à David s'ils ne tiennent pas parole. Le grand Cointet comprend qu'il doit jouer franc jeu avec cet ambitieux avocat. Les deux hommes se rendent chez madame de Sénonches, qui rêve désormais de dominer la société d'Angoulême à la place de madame de Bargeton. Là, petit Claude découvre enfin mademoiselle de La Haye, une jeune femme peu séduisante, difficile à marier malgré sa dot de 30 000 francs et les protections influentes qui l'entourent. Cointet persuade habilement Francis de Hautois qu'un homme ambitieux comme petit Claude fera un excellent mari et pourra grimper très haut dans la magistrature grâce à leurs appuis. Francis change d'attitude et accueille chaleureusement petit Claude comme un futur gendre. En quittant la maison, l'avoué, d'abord déçu par la laideur de Françoise, se laisse finalement séduire par les promesses de carrière. Procureur du roi, président, député, peut-être même ministre un jour. Grisé par cet avenir, il promet alors au Cointet de faire en sorte que le père et le fils Séchard tombent entièrement sous leur contrôle. Sur la place du Mûrier, le vieux prêtre croise les trois hommes qui tiennent le destin de David entre leurs mains. Le père Séchard, Cointet et petit Claude. L'un veut profiter de son fils, l'autre de son client, et Cointet espère tout obtenir sans rien payer. L'abbé annonce alors une nouvelle bouleversante. Lucien est revenu de Paris. Aussitôt petit Claude comprend qu'en tenant Lucien, ils pourront atteindre David. Madame Chardon apparaît brisée par les épreuves. Les fautes de Lucien, la ruine de la famille et les espoirs détruits l'ont vieilli. Malgré tout le mal qu'il leur a causé, Ève déclare qu'il partagera toujours leur pauvre pain. Le poète comprend alors l'étendue du désastre qu'il a causé. Honteux de revenir ainsi après être parti comme un triomphateur. Quand il retrouve sa mère et sa sœur dans l'escalier de la maison, la joie laisse vite place à la douleur. Madame Chardon reproche doucement à son fils d'avoir détruit les espoirs et la paix de la famille. Lucien accepte ces reproches avec humilité. Toute la journée ressemble à une petite fête au milieu de la misère. On lui prépare des fraises, on écoute ses récits, on retrouve un instant la chaleur d'autrefois. Pourtant, quelque chose s'est brisé. Lucien sent qu'on l'aime encore, mais qu'on ne l'estime plus comme avant. Sa mère et sa sœur lui cachent l'endroit où David se réfugie. Ainsi, malgré l'amour qui subsiste, une distance nouvelle s'installe entre eux, dans cette famille autrefois unie, parce que la confiance a été perdue. Le journal d'Angoulême publie un immense article à la gloire de Lucien Chardon. On le célèbre comme un grand poète et romancier promis à une gloire durable. On rappelle aussi que madame de Bargeton, devenue la comtesse du Châtelet, aurait soutenu ses débuts et qu'on songe même à lui rendre officiellement le nom noble des Rubempré. Lucien est transporté de joie. Mais sa sœur Ève reste méfiante. Elle sait que le journal appartient au Cointet et comprend qu'un tel enthousiasme cache une manœuvre. Une invitation officielle arrive à la préfecture. Monsieur et madame du Châtelet prient Lucien de venir dîner chez eux. Lucien, acclamé comme un héros, grisé par l'accueil, oublie ses misères et retrouve sa vanité. En réalité, cette mise en scène a été organisée par petit Claude. L'avoué veut manipuler Lucien pour découvrir où se cache David avec l'aide des Cointet. Chez madame de Sénonches, pendant un grand dîner mondain, Louise de Nègrepelisse apparaît transformée par Paris et le pouvoir, presque royal. Petit Claude comprend qu'elle veut désormais protéger Lucien en apparence, non par amour. Ce sera pour écraser son ancien amant sous le poids de sa protection et préserver sa propre dignité. Petit Claude joue parfaitement son rôle d'ami fidèle et humble.
alors qu'il cherche seulement à gagner sa confiance pour mieux atteindre David et s'emparer du secret de son invention. Convaincu qu'il pourra influencer Madame du Châtelet, Lucien veut sauver David. Il écrit à son ami Lousteau pour lui demander vêtements, bottes et accessoires à crédit. Ses amis parisiens se cotisent généreusement pour lui venir en aide. Grâce à cette élégance retrouvée, Lucien triomphe à Angoulême. Il prononce un discours très applaudi. Ivre de gloire, il croit son avenir relancé. Louise, flattée et troublée, promet d'aider David grâce à l'influence de son mari préfet. Lucien croit alors avoir sauvé son beau-frère. Cérizet falsifie une lettre de Lucien afin d'attirer David dans une embuscade et de permettre enfin son arrestation. David est arrêté sous les yeux d'Ève et de Lucien. Ève s'évanouit de douleur, tandis que Lucien comprend qu'il est responsable du malheur de sa famille. Accablé de honte, il écrit une longue lettre d'adieu à sa sœur. Persuadé qu'il ruinera toujours ceux qu'il aime, il décide de mourir. Au petit matin, il quitte la maison pour aller se noyer. Mais sur la route, il rencontre un mystérieux prêtre espagnol qui devine son désespoir. L'homme parle avec intelligence et ironie, détourne peu à peu Lucien du suicide et lui propose de devenir son secrétaire à Paris. Intrigué, Lucien accepte de monter dans sa voiture et lui raconte toute sa vie comme à un confesseur. À travers des exemples historiques comme le cardinal de Richelieu, Jacques Coeur ou Napoléon Bonaparte, le prêtre nommé Carlos Herrera lui montre que le pouvoir s'obtient par la ruse, la patience et le secret. Alors Lucien abandonne ses scrupules et accepte d'obéir entièrement à ce curieux personnage qui lui révèle être envoyé secret du roi d'Espagne. Cet homme puissant veut le guider. Pourtant, quel intérêt cache une telle générosité ? Le prêtre lui explique alors sa pensée. L'homme ne supporte pas la solitude morale. Lui-même veut créer un être à son image, façonner Lucien, vivre à travers sa réussite. L'Espagnol promet aussitôt de payer les dettes de David nécessaires à sa libération. Puis il montre à Lucien un sac rempli d'or, des dizaines de milliers de francs. Pendant ce temps, Ève découvre la lettre d'adieu de son frère et croit qu'il s'est suicidé. Terrifiée, elle envoie des domestiques chercher des traces près de la rivière. C'est alors que petit Claude arrive. Profitant de la détresse de la famille, il propose un accord avec les frères Cointet. David abandonnerait sa découverte en échange d'argent, de sa libération et d'une petite part des bénéfices. Ève finit par envisager cet arrangement. Petit Claude comprend qu'elle est vaincue par la fatigue et le désespoir. En prison, David souffre du froid et de l'enfermement. Il doute lui-même de pouvoir exploiter seul son invention. Quand Ève vient le voir et lui raconte les propositions des Cointet, ainsi que la disparition de Lucien, David accepte. Il comprend qu'ils ne sont ni lui ni sa femme faits pour le combat du commerce et de l'argent, et il ne rêve plus que d'une vie tranquille. Un long passage raconte la fin des épreuves de David et Ève. David retrouve enfin sa maison et sa famille. On apprend que Lucien a quitté la région et voyage vers Paris. Petit Claude manipule tout le monde. Les frères Cointet négocient ensuite avec David pour exploiter son invention. Peu à peu, ils l'enferment dans un contrat qui le dépouille de ses droits. Au même moment, Lucien envoie soudain 15 000 francs à sa sœur. Dans une lettre pleine de tristesse, il explique qu'il a vendu sa vie pour sauver David et sa famille. Cet argent arrive juste après la signature du contrat avec les Cointet. Quelques heures plus tôt, il aurait peut-être tout changé. David travaille ensuite avec acharnement pour perfectionner son invention. Il vit comme un savant obsédé, oubliant sa santé et son bonheur. Petit Claude intervient encore une fois. Désormais magistrat, il convainc David et Ève d'abandonner tout procès contre les Cointet en échange d'une vie tranquille à la campagne. Il sait qu'ils renoncent ainsi à une immense fortune, mais aussi à des années de lutte. Les années passent. David et Ève vivent finalement heureux à Marsac, entourés de leurs enfants et d'une belle propriété héritée du vieux Séchard. David, abandonnant ses rêves de gloire,
mènent une existence paisible de propriétaires curieux et rêveurs. Les autres personnages poursuivent leur ascension ou leur chute. Le grand Cointet devient immensément riche et puissant grâce aux découvertes de David. Petit Claude fait une brillante carrière dans la magistrature. Cérizet connaît scandale et condamnation. Balzac termine ainsi l'histoire avec une idée amère. Les inventeurs et les êtres sincères créent souvent les richesses, mais ce sont les hommes ambitieux, rusés et calculateurs qui en profitent réellement. J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.